What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Celle-ci est consacrée aux Navy Seals. Elle sera divisée en deux parties. La première, celle-ci, sera consacrée aux DevGru, à la SEAL Team 6. Et une seconde vidéo sera dédiée aux autres teams. Mais avant toute chose, cette vidéo est soutenue par l'association Soutien Commando. Soutien Commando est une initiative 100% civile qui apporte un soutien concret aux forces spéciales et commandos sur le terrain, grâce à des colis remplis de produits du terroir. Des produits bien de chez nous qui leur rappelleront la France quand eux sont très loin de celle-ci. Soutien Commando n'oublie pas le meilleur ami de l'homme, le chien, car eux aussi méritent d'avoir quelques friandises et quelques jouets pour les féliciter et les remercier de leur travail. Apolitique et indépendante, l'association veille strictement à la sécurité opérationnelle en envoyant que des colis sécurisés. Pour soutenir leur engagement et leur travail, je vous invite à cliquer sur le lien en description de vidéo qui vous amènera à la boutique de Soutien Commando. Vous retrouverez des produits Made in France, des t-shirts, des polos, des mugs, des couteaux et un large panel de goodies. Et aussi de soutenir une cause qui est noble. Maintenant, passons au cœur de la vidéo. Le sujet est tellement vaste, tellement secret qu'il me sera impossible de faire une liste exhaustive de tout le matériel et équipement utilisé par le DevGru. À travers ce contenu, nous allons effleurer le matériel et autres équipements que les opérateurs utilisent. Il est impossible de faire une liste exhaustive de tout leur matériel. Mais nous sommes amenés tout de même à faire quelques suppositions sur tel ou tel équipement employé à telle ou telle période. Nous allons décortiquer ensemble les photos, les vidéos officielles du DevGru. On fera très peu de parallèles avec des films ou des séries du moment. Gardez à l'esprit que le DevGru est similaire au commando Uber. Ils utilisent un large panel d'équipements ou de matériel. Nous allons dans cette vidéo faire des raccourcis. Mon but, c'est de vous faire découvrir, partager l'équipement qui a été utilisé durant telle ou telle période. Et c'est ainsi que va se dérouler l'entièreté de la vidéo. N'hésitez pas à écrire un petit commentaire si vous voyez qu'il y a une information que j'ai squeezée ou si vous avez envie de compléter mes propos. Les commentaires sont ouverts. Pour faciliter le visionnage, la vidéo est chapitrée par conflit ou par zone géographique. Comment devient-on opérateur du DevGru ? Les sélections font partie des plus dures au monde. Pour prétendre au test d'entrée, il faut déjà avoir 5 ans d'ancienneté dans une autre team. À la suite de ça, vous passez la semaine de l'enfer. Une semaine où vous êtes privé de sommeil, vous faites de l'exercice à gogo, vous êtes évalué chaque jour et il y a un taux de réussite inférieur à 50%. Et ça, je parle juste des tests d'entrée. À la suite des tests, vous allez avoir plusieurs mois de formation, que ce soit en tant que plongeur de combat, shooter ops, en démolition, en libération d'otages et j'en passe. Durant cette période, vous êtes constamment évalué. À la fin, il ne reste que les meilleurs. Si le stagiaire a réussi tous les stages, toutes les épreuves, il peut prétendre à intégrer un des squadrons suivants. Les squadrons d'assaut direct. Ils sont au nombre de 4. Le premier, c'est le Gold Squadron, spécialisé dans le combat en zone urbaine et les missions c'était à l'eau. Le Red Squadron, unité d'assaut reconnue pour son rôle dans des missions de haute intensité. Blue Squadron, surnommés les pirates pour leur utilisation du drapeau Jolly Roger comme insigne. Silver Squadron, un des plus récents, il remplit aussi des missions d'assaut mais avec un rôle complémentaire aux autres. Ensuite, les squadrons spécialisés. Le Black Squadron, ces opérateurs sont souvent en infiltration prolongée et mènent des missions clandestines. Et pour terminer, le Grey Squadron, chargé du soutien de la logistique et des opérations plus discrètes. Pour comprendre comment fonctionne cette unité, il faut revenir à la source. Leur histoire remonte à la Seconde Guerre mondiale, avec la création en 1942 de l'Amphibious Scout and Raider School, conçue pour préparer les soldats à effectuer des reconnaissances avant les débarquements. En 1943, le programme s'élargit aux démolitions sous-marines, donnant naissance au Naval Combat Demolition Unit, NCDU, qui joueront un rôle clé lors du débarquement en Normandie. Dans le Pacifique, les lourdes pertes subies à Tarawa entraînent la création des Underwater Demolition Team UDT, surnommés les Naked Warriors, qui mènent des missions de sabotage sous-marin en plein jour avec un équipement minimal. Après la guerre, les UDT continuent d'évoluer, expérimentant de nouvelles tactiques dont l'utilisation des hélicoptères et des raids en profondeur sur les territoires ennemis. Pendant la guerre de Corée, ils mènent des opérations de sabotage qui marquent un tournant vers la guerre non conventionnelle.
Ce besoin d'unités spécialisées se renforce au début des années 60 sous l'impulsion du président américain John Fitzgerald Kennedy. Les SEALs sont alors créés en 1962. Les deux premières unités SEAL Team 1 et 2 s'installent respectivement en Californie et en Virginie. Recrutés parmi les unités, ces premiers SEALs sont formés au combat rapproché, au parachutisme à haute altitude et à la démolition et même aux langues étrangères. Le premier théâtre d'opération des SEALs, c'est le Vietnam. Dès 1962, ils participent à la guerre secrète menée par la CIA et forment des commandos sud-vietnamiens. En 1964, la première unité interarmée voit le jour, le MAC-V-SOG, comptant des agents de la CIA, des Rangers et bien entendu des SEALs. Ils travaillent sur des missions de renseignement, de sabotage et des missions d'infiltration derrière les lignes ennemies. En 1966, la SEAL Team 1 est directement engagée au Vietnam. L'année suivante, la SEAL Team 2 est déployée dans le delta du Mekong. C'est le début d'une nouvelle forme de guerre. Une guerre non conventionnelle où le matériel n'est pas souvent adapté. C'est là que le génie créatif des SEALs rentre en jeu, ainsi que des ingénieurs américains tels que Stoner, père de la R-15. Au Vietnam, l'innovation militaire et tactique ne cesse d'évoluer. C'est le début d'une nouvelle ère. Dans cette vidéo, nous ne rentrerons pas dans les détails de cette période. Je la consacre à la deuxième partie. L'évolution des SEALs ne s'arrête pas là. Après l'échec de l'opération Eagle Claw en 1980, opération qui avait pour but de libérer des otages américains en Iran, une nouvelle unité voit le jour, la SEAL Team 6, créée par Richard Marcinko. La SEAL Team 6 est composée de 76 hommes, surnommés les Plank Hunters. Cette nouvelle unité développe des techniques sans précédent dans le domaine militaire. C'est en 1983, lors de l'invasion de la Grenade dans les Petites Antilles, que la SEAL Team 6 dévoile tout son potentiel, lors de l'opération Urgent Fury, où il sécurise des cibles stratégiques, dont le gouverneur de l'île, Paul Scud. Par la suite, Marcinko crée Red Cell. Sa mission, c'est de tester la sécurité des infrastructures militaires de la Navy et de l'Air Force. Il réussit avec talent et audace à mettre à mal toutes les défenses mises en place pour sécuriser les bases. Notamment, il a réussi à s'infiltrer dans un sous-marin nucléaire et à poser des charges explosives dans un camion se trouvant près de l'avion présidentiel. Fort de son intelligence stratégique, il s'est vu attirer les foudres des officiers de l'Air Force et de la Navy, le traitant même de terroriste. Cela lui coûtera 2 ans de prison, plusieurs milliers de dollars d'amende pour des chefs d'accusation tels que détournement de fonds, conspiration et conflit d'intérêts. À sa sortie de prison, il sortira une série de livres qui seront des best-sellers. Pour la petite anecdote, il a réussi à infiltrer une base de la Navy en séquestrant un officier à la sortie de son travail. Bon, en le rouant en coups et en lui faisant un peu de torture mentale. Voilà. Cet officier en question s'est plaint, ce qui a conduit à son exclusion du programme Red Cell. Durant cette même période, la ST6 utilise pour ses exercices VBSS l'équipement suivant. L'American Body Armor Vest est le gilet de dotation des années 90. La tenue la plus répandue à l'époque est la combinaison Nomex et le casque Protec ainsi que le casque David Clark HGU. Niveau armement, nous pouvons dire sans se tromper que le M4A1 est grandement utilisé durant cette période. Le M14 avec quelques pièces homemade comme sur la photo où un grip en bois est installé. En fusil à pompe, le Remington 870 avec crosse repliable est utilisé lors des opérations maritimes. Et nous pourrons conclure avec une des armes emblématiques des années 90, c'est le HK MP5. Nous affinerons nos propos dans la prochaine vidéo. Avec l'évolution constante des conflits, la SEAL Team 6 est dissoute et devient le DEVGRU en 1987. Ce changement s'inscrit dans la restructuration militaire des forces spéciales, notamment avec la création du JSOC, l'équivalent français du COS. Vous ne le savez peut-être pas, mais le nom SEAL Team 6 n'a pas été pris au hasard. En effet, c'était pour tromper les soviétiques, faisant croire à d'autres équipes de SEALs. Durant les années 90, le DEVGRU opère sur différents théâtres d'opération, et notamment en Somalie, lors d'une mission que bon nombre d'entre nous connaissent sous le nom de Black Hawk Down. C'est le nom cinématographique, mais l'opération c'est Gothic Serpent. Durant cette mission, 6 opérateurs du DEVGRU sont déployés avec la Delta Force. Lorsqu'on parle des forces spéciales américaines, on s'imagine en fantasme une série de matos, d'équipements sortis tout droit des enfers. Alors oui, mais à la base, il y a un programme. Le programme en question, c'est le programme CRAN. Le programme CRAN est dirigé par un laboratoire de recherche. Ce laboratoire de recherche s'appelle le Naval Surface Warfare Center CRAN Division.
Celui-ci est situé dans la ville de Crane, en Indiana. Son objectif est simple, concevoir du matériel adapté aux missions et à l'environnement des opérateurs. Ils sont en effet à l'origine de la création du M4 CQBR, un M4A1 avec notamment un canon plus court. Et encore, on ne sait pas tout. Commençons par le conflit en Afghanistan. Opération Enduring Freedom de 2001 à 2014. Dès l'invasion d'Afghanistan en 2001, un escadron du DevGru est intégré à la Task Force Sword, une unité placée sous le commandement du JSOC. Leur objectif principal est de capturer, d'éliminer les dirigeants talibans ou les membres d'Al-Qaïda. Parallèlement, le DevGru intègre la Task Force Bowie, notamment en tant que Advanced Force Operation, unité spécialisée dans la reconnaissance. Cette unité est composée de 45 soldats. Leur mission est de repérer le terrain, éliminer les menaces afin de sécuriser les emplacements où les hélicoptères vont déposer les hommes et le matériel. Ils patrouillent le long de la frontière pakistanaise, stoppant ainsi l'approvisionnement d'hommes et de matériel des talibans et autres combattants d'Al-Qaïda. Opération Anaconda, du 2 mars au 18 mars 2002. Cette opération vise à encercler les forces talibanes et les combattants d'Al-Qaïda, retranchés dans une vallée qui s'appelle le Saïkot. La veille de l'opération, plusieurs unités du DevGru sont déployées pour sécuriser les différentes zones stratégiques afin que les hommes puissent débarquer le plus en sécurité possible. Mais ça ne se passe pas toujours comme prévu. Dès les premiers combats, les talibans montrent leur capacité d'adaptation face aux forces de la coalition. La bataille atteint un pic au mont Takugar, où un hélicoptère Chinook, embarquant plusieurs soldats dont un Navy Seals, Robert Niels, est touché. Il mourra non pas du crash de l'hélicoptère, mais des blessures suite à de nombreux tirs échangés avec les talibans. Son corps sera retrouvé par la suite, mais cette mission de sauvetage entraînera la mort de plusieurs soldats. L'opération Anaconda met en lumière un conflit asymétrique face à des forces non conventionnelles. Durant cette époque, on va voir immerger plusieurs systèmes de portage, dédiés notamment aux forces spéciales. La première, c'est le MLCS, le Modular Load Carrying System, un ensemble de poches et d'équipements modulaires conçus pour les SOF, Special Operations Forces. Et pour le DevGru, il y a le DGLCS, le Development Group Load Carriage System. Ce matériel est spécifique au DevGru, caractérisé par un tissu de couleur rose, des velcro beige et des clips noirs de chez Nexus. Ce matériel est devenu extrêmement rare aujourd'hui et coûte sur le marché de l'occasion plusieurs milliers d'euros, comme en témoignent ces photos. Durant cette première partie de conflit, la Navy développe une série de camouflages. Ces camouflages, vous les connaissez, c'est le Area of Responsibility 1 et 2, plus communément appelé AOR1, AOR2. L'ancêtre de l'AOR1, très peu de gens le savent, c'est le Digi2. C'est un AOR1 un peu plus clair. Il sera présent au début du conflit. Certains opérateurs testent même de nouveaux camouflages, tels que le Mossihawk qui est destiné à la base à la chasse. Durant cette même période, un nouveau camo va voir le jour, c'est le Multicam, dont l'un des créateurs est ni plus ni moins Caleb Cry, fondateur de la marque Cry Precision. Continuons le listing du matériel avec les photos que je vous ai dégotées. On va décrypter ensemble les tenues des opérateurs. Au début de l'invasion de l'Afghanistan, le camo 3 tons est bien présent au cœur du DevGru. Nous pouvons aussi identifier l'utilisation du camo Sand, sable, de Cry Precision sur les premiers Combat 7 Gen 2. Des camos comme le Tiger Strip a été aperçu quelquefois sur certains opérateurs. Il est toujours utilisé de nos jours. Dans cette première moitié de conflit, le casque MSA-TC 2000 ainsi que sa version découpée sont utilisés par les opérateurs. A posteriori, MSA sortira le TC 2001. Le casque IBH est le moins connu mais toutefois présent durant cette période. Les montages Norotos et Wilcox sont installés sur l'ensemble des casques pour l'utilisation des PVS 18 et des PVS 15. En communication, on a pu identifier la présence de Comtac 1 et 2 ainsi que des MSA Sordine Supreme Pro. Passons aux porte-plaques présents durant les premières années du conflit. Le PACA et le gilet balistique qui équipent un bon nombre d'opérateurs. Ils se voient couplés avec d'autres équipements, comme par exemple le Allied Industries MBSS sur l'homme à gauche ou le Eagle Industries MPCR sur l'homme à droite. Dans le même esprit que le PACA, il y a le DBT Chicken Plate Carrier. À cette même époque, deux porte-plaques lourds sont identifiés. Le légendaire LBT 6094, dont on reparlera un peu plus tard, et le Protect PTA. Niveau armement, ce qui prédomine sur toutes les photos durant cette époque, c'est le MK18 CQBR Block 1, le Six Hour P226 MK25, qui est l'emblématique arme des SEALs.
On peut identifier le HK-45CT. En arme blanche, les produits Winkler Knife sont très présents sur les opérateurs. Les couteaux SOG font aussi partie de l'arsenal des SEALs. N'oublions pas les chiens qui sont équipés de gilets K9 Storm. 3 fabricants américains se tirent la bourre. Eagle Industries, LBT, London Bridge Trading et Craig Precision. C'est eux qui vont impulser la modernisation du matériel du soldat des forces spéciales. Le 2 mai 2011, le DevGru, sous autorité de la CIA, est impliqué dans une mission de très haute importance. Ils traquent depuis des décennies Oussama Ben Laden. Et enfin, ils ont une piste. Ils savent où il se trouve. Au Pakistan. Je vous ai dit en début de vidéo que je ne ferai pas de parallèle à des films. Là, je fais l'exception. Il s'agit du film Zero Dark 30. Et je vais prendre ce film pour la référence des équipements que je vais vous citer prochainement. Le Red Squadron du DevGru, transporté par des hélicoptères MH-60 modifiés du 160e SOR, infiltre discrètement la zone. Il aura fallu 38 minutes pour neutraliser Ben Laden ainsi que 4 autres individus. Aucune perte américaine n'est à déplorer, mis à part l'hélicoptère qui s'est crashé au milieu de la cour. Osama! Osama! C'est à partir de ce moment-là que le monde entier va voir que des visions nocturnes, ce n'est pas seulement 2 tubes, mais ça peut être 4 tubes. Et je parle des fameuses GPN 18 de chez L3 Harris. C'est les lunettes de vision nocturne emblématiques du DevGru. On va décrypter ensemble la tenue de l'opérateur ayant participé à l'élimination de Ben Laden, qui n'est plus ni moins l'opérateur Robert O'Neill. Sa tenue a été exposée dans un musée hormis son arme. Des rumeurs circulent sur le fait que O'Neill aurait gardé son arme puis vendu à Johnny Novesque, qui l'aurait revendu à son tour. En tenue, on retrouve le combat 7 Navy Custom en AOR1 et une ceinture LBT 0612. Autre accessoire, les gants Nomex opérateur tactical et les chaussures Vasque Just. Le porte-plaque d'O'Neill est le LBT 6094K. J'en profite pour ouvrir une parenthèse sur les dénominations des 6094. Voici un comparatif des différentes versions que nous pouvons retrouver. Les détails sont subtils, par exemple la couleur du tissu, l'ajout ou la suppression de velcro ou d'élastique, ou bien encore le changement d'étiquette. Le casque est un Opscore maritime en OR1 disposant des équipements suivants. Poursuivons avec un tourniquet SCS Précision placé sur l'avant du porte-plaque ainsi qu'un PTT TEA relié à une PRC 148 Thales. L'armement utilisé est impossible à connaître, mais nous pouvons émettre des hypothèses. Le 416D a été utilisé sans aucun doute durant l'opération. Les captures d'écran que vous voyez proviennent d'un membre du DevGru ayant participé à l'opération. Néanmoins, l'utilisation de ce type de garde-main semble quant à lui postérieure à cet événement. Autre optique qu'on peut de temps en temps croiser, c'est l'appareil thermique CNVD-T. Le MP7 est aussi présent lors de cette mission car il a été identifié dans les mains de nombreux opérateurs. Je ne sais pas si le Pirate Gun a été utilisé durant l'opération, mais cette arme a fait un petit bout de chemin dans l'univers du DevGru. A posteriori, les opérateurs vont utiliser d'autres équipements qu'on ne verra pas spécialement dans les autres unités, comme le garde-main Daniel Défense pour 416 ou un 6094 avec des coverband modés par exemple. Des versions low profile ont été développées par LBT comme le 6094 Slick, qu'on peut voir couplé avec un chest-rig 1961. Cry développe 2 porte-plaques qui tiendront une place très importante dans ce conflit et bien après. C'est le NJPC, contrairement au JPC, il dispose d'un rangement intégré pour 3 chargeurs 556, et le NCPC disposant lui aussi d'un rangement intégré. Eagle Industries sortira aussi son porte-plaque, mais sa présence sera limitée. N'oublions pas de nommer le SCS Precision Plateframe qui sera utilisé par quelques opérateurs. En vêtements, Beyond Clothing est aussi présent grâce à l'utilisation de vêtements de protection contre les conditions extrêmes. Un autre acteur majeur, c'est Arc'teryx, qui équipera quasiment pendant tout le conflit le DevGru avec des séries de vêtements telles que la gamme Chimera, Leaf et Minotaur, et bien plus récemment avec la gamme Lynx. Sur le marché de l'occasion, certains de ces articles valent plusieurs centaines d'euros. Parlons brièvement de 2 autres marques, c'est Bianchi avec la ceinture B9 qu'on retrouve énormément au sein du DevGru, et Mystery Ranch avec des sacs tels que le 3-Day Assault Pack. En 2014, l'opération Enduring Freedom est terminée. Une nouvelle voit le jour, Enduring Sentinel. Elle se passe de 2014 à 2021 avec pour bouquet final l'évacuation de l'aéroport de Kaboul et la prise de la ville par les talibans. Voilà, on a terminé avec le conflit, maintenant passons à l'Irak. Iraqi Freedom, c'est 2003.
Et le DevGru est déployé avant l'invasion de l'Irak afin de sécuriser des zones stratégiques. Le 26 mars 2003, l'opération Objective Beaver est lancée. Elle a pour but et unique but de neutraliser les soi-disant armes bactériologiques qu'aurait éventuellement potentiellement détenues Saddam Hussein sur certains sites militaires. L'invasion de l'Irak va mettre en avant le Gold Squadron, notamment avec cette photo où on les voit posés à côté d'une statue défaite de Saddam Hussein. On va décrypter ensemble le matériel qu'ils ont. Parce que, par chance, on peut voir différents setups qui sont très intéressants. Le conflit irakien est propice à l'utilisation des BDU Proper Red Mode. En chaussures, ce sont des Merrell Sautos qui sont utilisés. Côté porte-plaque, on distingue du Allied Industries RRV, seul ou bien accompagné d'un DBT Chicken Plate Carrière. En système de communication, TEA, Invisio et Thales sont omniprésents sur les opérateurs. Sur le plan de l'armement, c'est très similaire à ce qu'on retrouve en Afghanistan. On note la présence d'un NSW RISI 556, type d'arme spécialement étudié pour les missions de reconnaissance, avec en accessoire un bipied Harris et un PEC 2. Autre arme présente, c'est le Sig Sauer P226 MK24 dans son hausseur Safariland. Durant cette phase du conflit, ces 4 optiques sont constamment identifiées sur les ops. Certains items sont devenus légendaires, comme les gants mécaniques Heavy Duty et les MBSS en Pinky Tan, ou bien encore le MSA DG TC 2001. Sa coupe est différente d'un TC 2001 standard. Voici 3 opérations qui ont marqué la guerre en Irak. La première, c'est la libération d'otages de Jessica Lynch, journaliste capturée durant l'invasion en Irak et libérée le 1er avril 2003. Le 13 décembre de la même année, la capture de Saddam Hussein. Et le 7 juin 2006, l'élimination de Abu Moussad al-Zarqawi. La Corne de l'Afrique est aussi un théâtre majeur des opérations du DevGru. Le 12 avril 2009, ça ne vous dit peut-être rien, et pourtant, une opération majeure s'est déroulée dans cette fameuse zone où un cargo est pris en otage car celui-ci contient 17 000 tonnes de denrées alimentaires. Les opérateurs du DevGru ont été déployés depuis la Virginie vers la Corne de l'Afrique, sautant en parachute avant de rejoindre l'USS Brent Bridge. 3 tireurs d'élite ont pris position sur la plage arrière du navire avec l'autorisation d'utiliser la force létale si nécessaire. Lorsque la vie des otages a apparu être en danger, les SEALs ont saisi l'opportunité d'ouvrir le feu simultanément, abattant ainsi les 3 autres pirates restants, mettant fin à l'affrontement. Autre prise d'otage médiatisée, la libération de Jessica Buchanan. Elle a été libérée le 25 janvier 2012, après avoir été retenue en otage par des pirates somaliens. Mais parfois il arrive que des opérations tournent mal, ou que des otages meurent, notamment Pierre Corky, qui a été tué lors de sa libération par un engin explosif. Maintenant parlons de l'équipement actuel, l'équipement moderne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un décalage entre les photos qui sont parues et la réalité. En gros, les photos que je vais vous montrer, ou les vidéos, datent des années 2020 à 2022. Merci à mes contacts de m'avoir aiguillé dans le matériel utilisé à cette période parce que c'est vraiment pas facile, vous allez le voir, et il y a très peu de ressources. Une des photos les plus récentes, c'est les opérateurs du Blue Squadron qui ont été prises lors d'un exercice en hélicoptère. Qui plus est, un hélicoptère Little Bird. On va s'arrêter quelques minutes et décrypter ces photos. À ce moment-là, nous avons pour la première fois constaté l'utilisation du fusil Novesk en 300 Blackout. L'opérateur de droite porte un combat 7 Cray Precision Gen 4, facilement distinguable grâce à ses pads, ainsi que des pantalons Beyond A5 Right Light. En protection balistique, 2 casques sont très présents. Le premier, vous le connaissez, c'est le casque Opscore Fast SF. Et le second, le FAS FTHS. Le FTHS dispose davantage de modularité et d'un design le rendant plus discret, notamment grâce à sa forme, mais aussi aux velcro qui sont censés casser celle-ci. Le casque est accompagné d'un Peltor Comtac 5 ou d'un AMP. La PVS est quant à elle grandement utilisée au sein du DevGru. On peut la voir présente sur bon nombre de photos. Nous pouvons aussi imaginer que l'utilisation de BNNVD Fusion fait partie de l'arsenal du DevGru. En porte-plaque, ça n'a pas été facile de trouver des informations, mais j'ai quand même réussi à vous dégoter 2-3 infos. Vous n'êtes pas sans le savoir que le NJPC a été grandement utilisé et encore grandement utilisé au sein du DevGru. SCS Precision, acteur majeur de l'évolution des équipements tactiques, a développé le Plateframe Modular. Ce porte-plaque est accompagné d'une paire de plaques Velocity System en titane, comme en témoigne cette photo d'un opérateur à l'entraînement. On va prendre le temps de décrypter celle-ci. La ceinture est une Eagle Industries Operator Gunbelt, accompagnée de poches G-Code.
Les accessoires qu'on retrouve sur les configurations les plus modernes sont les suivantes. L'Endpoint T2 avec un montage Scala Works Mount, une lampe Inforce WML et le suppresseur de son AAC en 556. Voilà, on arrive au terme de cette première partie dédiée au DevGru. La seconde partie arrive très prochainement et elle sera consacrée aux autres teams. Et il y a quand même pas mal de choses à dire, on pourra rentrer dans des petits détails très sympas. Je tiens encore à remercier tous mes contacts de m'avoir aidé à réaliser cette vidéo que vous avez visionnée. Merci à Soutien Commando de soutenir mon travail. Je vous mettrai toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cette vidéo, mais aussi des différents partenaires qui soutiennent la MSOC 19. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.